remercie Camille pour cette présentation. Je remercie les organisateurs d'avoir créé cette occasion de nous rassembler tous et de discuter des thèses heideggeriennes ensemble et de confronter nos conceptions. Alors je tiens à dire que si je chausse de temps en temps mes lunettes noires, n'y voyez pas de ma part un mauvais signe, à savoir que je voudrais éviter de croiser votre regard. Ne vous dites pas que le philosophe a toujours été réputé animal superbiae, un animal d'orgueil. N'y voyez pas le désir de me retirer dans ma superbe, c'est simplement que j'ai une allergie oculaire et que je supporte pas la lumière, donc de temps en temps je suis obligé de chausser ces lunettes noires. Voilà. Alors l'objet de cette conférence sera de dégager les traits fondamentaux de la pensée de la science chez Heidegger, plus précisément chez le second Heidegger. Alors évidemment, Heidegger n'est en général pas du tout perçu comme un penseur de la science, mais au contraire comme, je dirais, l'opposé d'un penseur de la science, pour des raisons qui ne sont pas accidentelles mais essentielles. Tout d'abord, dans le cadre de l'analytique existentielle, la modalité première du rapport du Dasein à l'étant, c'est la préoccupation pratique, le Besorgen, dont le pur regard et la considération théorétique et scientifique sont des dérivés secondaires, lointains. Et ensuite, par exemple, dans la conférence Bassiste métaphysique de 1929, le déploiement de la Seinsfrage à partir de la question du Nichts, du néant ou du rien, de ce qui est radicalement non-étant, est présenté par opposition aux sciences, et comme étant ce que les sciences laissent de côté, donc ce dont elles ne s'enquièrent pas. Et enfin, je dirais que dans le cadre de la pensée heideggerienne d'après-guerre, il y a la thèse selon laquelle la science ne pense pas, thèse qui a été constamment mésinterprétée. Alors je dirais que pour autant, Heidegger n'en est pas moins un penseur de la science, c'est-à-dire un penseur pour lequel la science entre en jeu et vient en considération de manière non accessoire, mais au contraire essentielle. Donc mon objet est de dire dans quelle perspective et selon quelle modalité Heidegger est-il un penseur de la science. C'est ce que je voudrais ici vous inviter à penser. Et notamment, je poserai la question suivante. Qu'en est-il relativement à cette question de la science quand on passe du premier au second Heidegger, c'est-à-dire de l'ontologie fondamentale et de l'analytique existentielle, à la pensée de l'histoire de l'être, du déploiement de la vérité de l'être et de son rapport à l'homme? Si Heidegger approfondit ensuite l'espace de pensée ouvert au paragraphe 6 de Sein und Zeit, selon lequel le Dasein est toujours historiquement situé dans une certaine interprétation du sens de l'être, pour tenter de saisir comment le passage historique d'une interprétation à l'autre de l'être ne relève pas de la spontanéité herméneutique du Dasein, mais relève des mouvements de fond, des Grundbewegungen des Sein selbst, et bien alors, que s'ensuit-il pour la science et pour la compréhension de son historicité? Le premier moment de mon intervention concerne l'hétérogénéité historiale des espaces épistémiques, ou si vous préférez, le caractère épocal des sciences. Alors je prendrai mon point de départ dans le volume 76 de la Gesamtausgabe, où l'on trouve deux précieux textes où s'élabore la philosophie des sciences du second Heidegger, qui est récapitulé dans le texte sur les Weltanschauungen dans les Holzwege et Wissenschaft und Besinnung dans les essais et conférences. Alors je pars d'un passage, donc Gesamtausgabe 76, où Heidegger qui nous dit la chose suivante: il faut, je cite, éviter la voie fallacieuse ou le chemin d'errance, Irrgang, qui, partant des sciences, voudrait conduire à la philosophie elle-même en passant par-dessus la philosophie, entre guillemets, qui règne en elle, über die in ihnen waltende Philosophie.
Ce qu'on pourrait au mieux atteindre ainsi, écrit Heidegger, c'est, en partant du Wesen, du déploiement d'essence prédonné de la science moderne, une théorie, entre guillemets, forgée pour rendre compte de celle-ci, la science moderne, tirée au sens d'une considération transcendantale, entre guillemets, que celle-ci soit orientée sur la subjectivité de l'acte de représenter ou sur des existentiaux. Fin de citation. Qu'est-ce à dire ? C'est une thèse qui est orientée à la fois contre la philosophie kantienne et néo-kantienne des sciences, contre celle de Husserl et contre celle du premier Heidegger. Pourquoi ? Eh bien pour la raison suivante. C'est que si l'on part des sciences dans leur configuration historique moderne ou contemporaine, la physique newtonienne, la physique relativiste, la physique quantique, et qu'à partir de là, ou bien on tente d'élaborer une philosophie des sciences en élucidant les structures subjectives de la connaissance, c'est-à-dire les actes intellectuels d'élaboration mathématique et syntaxique du savoir, comme l'ont fait les néo-kantiens aussi bien que Husserl, ou qu'à partir de là, on tente d'élucider, je cite le paragraphe 69 de Sein und Zeit, les conditions de possibilité existentielle nécessaires pour que le Dasein puisse exister sur le mode de l'investigation scientifique, fin de citation, c'est-à-dire en considérant cette fois la science non dans son résultat, mais non comme un système de propositions valides, fondées et articulées, mais comme un concept existentiel, une manière d'exister ou d'être au monde, eh bien alors, on ne fait en réalité qu'élaborer une théorie de la connaissance ou une théorie du mode d'existence scientifique strictement adaptée à cet état épocal de la connaissance scientifique dont on est parti, et non pas adaptée à la connaissance scientifique en général. Autrement dit, toute démarche philosophique de type transcendantal qui, partant d'un état historique des sciences, tente d'élucider régressivement les types essentiels d'actes de connaissance nécessaires à leur élaboration, eh bien risque de ne ressaisir que la philosophie, entre guillemets, qui règne en lui, en cet état historique des sciences, de façon épocale. Par conséquent, il est impossible d'élucider, sub specie aeternitatis, l'eidos des sciences ou de la connaissance scientifique, des différents domaines d'objets, comme s'il existait une structure eidétique absolue, invariante, anhistorique de la connaissance scientifique. Toute science se situe d'emblée dans un espace de pensée, ou si vous préférez un espace épistémique épocal, c'est-à-dire une certaine configuration du savoir, un certain Wesen, déploiement des sciences, d'essence de la connaissance, qu'il s'agit de déterminer ou de penser plus avant. Je vous énumère quelques citations que je prélève dans Gesamtausgabe 76 qui convergent vers cette idée. Je traduis. La science moderne est quelque chose de totalement autre que la science médiévale et que la science antique. Page 160. Page 133, je prends en cours de route la phrase, ce qui montre que les sciences, prises en elles-mêmes, ne sont pas seulement des sciences. La vue décisive vise à ressaisir das seinsgeschichtliche Wesen der Wissenschaften, le déploiement d'essence des sciences en tant qu'il appartient à l'histoire de l'être. Autre citation, la question de l'origine métaphysique des sciences qui est toujours ein wesensgeschichtlicher, qui est toujours une question concernant le déploiement d'essence historiale, n'est pas posée. Il parle aussi de Geschichtlichkeit des Wandels des Wissens, d'historialité de la mutation du savoir. Autrement dit, l'origine de la science appartient toujours à la Wesensgeschichte, à l'histoire du Wesen,
qu'il y ait quelque chose comme une histoire du Wesen, que Heidegger parle dans le texte de Wesensanfang, commencement du Wesen, Wesenswandel, mutation du Wesen, Wesenserfüllung, remplissement du Wesen. Tout cela montre que le terme Wesen est pris en un sens, non pas au sens traditionnel d'essence ou d'eidos, mais au sens verbal, comme l'infinitif substantivé du verbe Wesen, déployer son être ou son essence. Le Wesen de la science, ou d'une science particulière, désigne la manière qu'elle a de déployer son être dans l'histoire, qui n'est pas l'histoire des actes ou des conceptions humaines, mais qui est celle de l'être, du déploiement de la vérité de l'être, Sein avec un Y. Donc comment la science déploie-t-elle une essence ? Eh bien, le déploiement d'essence de la science décide des mutations fondamentales du savoir dans l'histoire, c'est-à-dire des discontinuités entre configurations historiques du savoir. Alors, je cite le paragraphe 18 de la question de la chose, où Heidegger écrit ceci: la mutation de la science est toujours exclusivement accomplie par celle-ci, par la science. Cependant, elle-même se fonde sur un double fondement. Premièrement, sur l'Arbeitserfahrung, l'expérience du travail, c'est-à-dire l'orientation et le mode de domination et d'usage de l'étang, point virgule. Deuxièmement, auf der Metaphysik, sur la métaphysique, c'est-à-dire sur le projet de savoir fondamental de l'être, Entwurf des Grundwissens von Sein, sur lequel l'étang s'édifie dans la connaissance. Fin de citation. Certes, c'est dans les sciences mêmes que s'opèrent les mutations épistémiques fondamentales, les ruptures de style de la rationalité scientifique à une époque, mais le fondement de ces mutations est double. D'une part, il s'agit du changement de la modalité du rapport du Dasein à l'étang en son tout dans la préoccupation pratique, la praxis, la techné. Et d'autre part, ce changement de la modalité du Besorgen se fonde à son tour dans la mutation du projet de savoir de fond de l'être, c'est-à-dire de l'être de l'étang. Donc toute science appartient à un certain domaine de pensée épocal, et ce domaine correspond à une certaine compréhension du sens de l'être de l'étang, qui définit, écrit Heidegger, un Grundzug der Haltung und des Dasein, un trait fondamental de la tenue, de l'attitude et du Dasein. En définitive, tout mode de rationalité scientifique est historial, épocal, appartient à une certaine époque de la métaphysique, marquée par une empreinte ontologique épocale, c'est-à-dire la détermination d'un Vorbegriff vom Seienden überhaupt, d'un préconcept de l'étang en général, qui est directeur pour toute détermination scientifique et toute élaboration de théorie. Alors, une fois cela dit, second moment, je vais considérer une exemplification de ces ruptures épocales. Vous savez que les débuts de l'épistémologie historique française ont été marqués par la querelle entre Duhem et Coiré, c'est-à-dire par l'opposition entre ce qu'on appelle épistémologie continuiste et discontinuiste. Duhem, Pierre Duhem, nie la pertinence de la notion de révolution intellectuelle au motif qu'elle est réductible à, je cite, des évolutions lentes et longuement préparées par une suite de perfectionnements à peine sensibles des doctrines anciennes. À l'opposé, pour Coiré, l'évolution technique et institutionnelle des sciences, l'évolution technique et institutionnelle continue des sciences, ne supprime pas le caractère de discontinuité des révolutions intellectuelles ou conceptuelles. Je cite des études de la pensée scientifique, la révolution galiléenne et cartésienne, qui reste malgré tout une révolution, avait été préparée par un long effort de pensée. C'est-à-dire que le caractère cumulatif et préparatoire des conditions du savoir n'empêche pas le caractère de rupture ou de mutation discontinue des révolutions, qui sont un changement d'espace de pensée. Donc il existe des mutations fondamentales du savoir ou de la rationalité qui ne tiennent pas seulement à la transformation des méthodes, des techniques, mais à la conception fondamentale
du mode d'accès aux objets et de leur mode de détermination possible, ainsi que des traits essentiels de l'état relevant d'une région. Alors simplement, cela étant dit, je vous rappelle la remarque de Foucault, qui a été citée hier d'ailleurs, sur son texte sur l'archéologie des sciences, où il disait que le travail de l'historien se concentre dans, je cite, un certain usage réglé de la discontinuité pour l'analyse des séries temporelles. Si tel est le cas, la question que nous pouvons nous poser est la suivante: quelles normes viennent régler cet usage de la discontinuité et notamment mesurer l'échelle des espaces de pensée hétérogènes du savoir? Alors, je donnerai, pour ne pas empiéter sur la conférence suivante qui porte sur l'essence de la science moderne et probablement donc de la physique moderne, je ne prendrai pas mes exemples dans la physique et dans la différence entre physique aristotélicienne, physique de l'impetus des nominalistes parisiens et physique galiléo-cartésienne, mais je prendrai un paradigme mathématique, mais rassurez-vous, simple, d'appartenance à des domaines de pensée hétérogènes. Et je me réfère au texte sur le principe de raison, où Heidegger analyse une chose, enfin part d'une chose en mathématiques, c'est l'équivalence ou la synonymie du terme grec d'axioma, du terme latin de principium et du terme allemand moderne de Grundsatz. Et Heidegger nous dit, cette synonymie, si elle fonde bien la possibilité de la traduction, en revanche, masque ou recouvre l'hétérogénéité des espaces de pensée, ou des espaces de représentation, des domaines de représentation, Vorstellungsbereiche, dont ces termes proviennent et auxquels ils appartiennent. En ce qui concerne le terme grec axioma, je cite Heidegger, les mathématiciens grecs ne comprenaient pas les axiomata comme des Grundsätze, comme des propositions fondamentales. Les axiomata sont des koinai ennoiai, des notions communes. Fin de citation. Alors, en effet, dans l'économie démonstrative des éléments d'Euclide, les koinai ennoiai sont des notions communes à l'ensemble des sciences démonstratives et elles fonctionnent en chacune par analogie appliquée à des objets différents. Par exemple, la notion d'égalité et sa transitivité, c'est-à-dire tout ce qui est égal au même est égal entre soi, et cela par distinction avec les hypothèses qui posent l'existence d'objets primitifs, unité, droite, cercle, courbe, les définitions qui posent des significations, et les demandes ou postulats qui posent des vérités non démontrées mais sans consensus. En outre, et c'est fondamental ici, axioma se réfère au verbe axion, estimer, et que signifie axion vu ou conçu de manière grecque? Ça ne se réfère pas à la valeur ou à l'acte d'évaluation moderne, mais, dit Heidegger, à l'Einblick, à la vue pénétrante par l'œil de l'esprit qui laisse apparaître une chose sous l'aspect où elle se tient et l'y laisse séjourner. Autrement dit, les koinai ennoiai indiquent la compréhension de l'étant mathématique comme Herstand, ce qui est arraché à l'occultation pour se tenir dans la non-occultation. Corrélat à la fois d'un herstellen et d'un herstehen. Passons au terme latin principium. Il dit autre chose. Il dit id quam primum cepit, ce qui a saisi en premier et qui contient ainsi ce qui est premier, das erste, ce qui, dans un ordre sériel, se trouve à la première place. Autrement dit, le principium se réfère ainsi au paradigme de la mise en ordre des connaissances, c'est-à-dire au primat cartésien de l'enchaînement cognitif des choses, primat de cet enchaînement sur leur nature propre, régulé 6, par exemple à la distinction cartésienne entre absolu et relatif, nature simple et complexe. Alors, à quelle époque de la métaphysique
cela appartient-il? Quel sens d'être de l'étang règne ici? Ce n'est plus le Herstand grec. La nature de l'objet ou l'eidos de l'objet est ici devenu indifférent, l'important étant son insertion dans un ordre sériel. L'essentiel, c'est ici le projet de représentation et de maîtrise par la pensée d'un ordre a priori. Un ordre, par exemple, de déduction des propositions ou de dérivation des natures complexes à partir des simples ou du relatif à partir de l'absolu. L'étang est ici compris comme Gegenstand, objet, corrélat du pensée qui pose l'objet devant soi, vorstellt, à partir de son propre fond ou à partir de son projet épistémique de mise en série. Considérons enfin le terme allemand de Grundsatz. Il conserve l'idée d'ordre, mais avec une précision essentielle que cette fois-ci, l'Ordnungsbezirk, le secteur de mise en ordre, ainsi désigné, c'est cette fois le secteur apophantique des propositions. Les Grundsätze, propositions fondamentales, propositions primitives, sont des propositions premières dans un système déductivement ordonné de propositions. Et dans l'axiomatisation moderne ou contemporaine de Heidegger des théories mathématiques, elles assument la fonction de simples hypothèses ou de simples définitions implicites des notions premières. Autrement dit, dans la conception contemporaine, les axiomes ont la fonction d'assomption ou d'hypothèse qui sont chargés de garantir, je cite, la construction d'un système propositionnel dénué de contradiction, fin de citation, et qui ont ainsi la fonction de, je cite, mise hors circuit des contradictions et de garantie contre celles-ci. En outre, dans la mesure où les termes primitifs qui figurent dans les axiomes n'ont pas de dénotation fixe, mais seulement un sens implicitement défini par les règles qui sont posées dans les axiomes, eh bien, le système de proposition en question est sans objet. Il se réduit à, je cite, die gegenstandlose axiomatische Form, la forme axiomatique dépourvue d'objet des wissenschaftlichen Denkens, du pensée scientifique. Fin de citation. Autrement dit, l'époque métaphysique qui déploie ici son être n'est plus celle du Gegenstand, mais c'est celle de l'être de l'étang, compris cette fois-ci comme Bestand, fond disponible, ce qui correspond au, je cite, Wesen der modernen Technik, au déploiement des sens de la technique moderne. En effet, les axiomes des théories axiomatisées se réduisent à de simples pièces d'une concaténation démonstrative ou déductive sans objet, corrélat d'une fixation des règles du jeu. Par exemple, l'axiomatique formalisée de Hilbert, réduite à une pensée sur des purs et simples signes sans dénotation ni signification, eh bien, correspond pour Heidegger au Wesen de la technique déployée en mathématiques. L'étang y est Bestand, c'est-à-dire simple pièce d'un processus aveugle de mise en jeu, d'utilisation, de mise à disposition. Alors, quelles conclusions tirer de ces brèves analyses? Premièrement, qu'un terme, un simple terme, ici on a pris celui d'axiome ou de principe, un terme ne doit jamais être considéré et traité de façon isolée, mais toujours de façon holistique, comme un élément inséré dans un réseau de signification, comme le corrélat de problématiques spécifiques, et donc comme le corrélat d'un projet fondamental du savoir, et il est surtout à replacer dans un domaine de pensée, un Denkensbereich, un domaine de pensée épocal, appartenant à une époque, où règne un certain sens de l'être de l'étang. Autrement dit, la traduction Übersetzung de Grundsatz en Principium et en Axioma, ou l'inverse, c'est une Übersetzung, c'est la transposition dans un autre domaine de pensée qui relève d'une autre empreinte ontologique. Une science effective se situe toujours dans un projet de savoir épocal et un tel projet correspond à une Grundstellung historiale, une position fondamentale vis-à-vis de l'état en totalité.
Deuxièmement, au-delà de l'inscription de toute science dans un espace épistémique et ontologique épocal, la question qui se pose, c'est celle de la transition d'un domaine de pensée à un autre. De quelle logique relève-t-elle, et peut-on parler d'une logique de la transition? Est-ce que ce sont les problèmes ou les découvertes scientifiques ou techniques qui provoquent une mutation du regard? Ou bien une telle mutation correspond-elle à une libre initiative intellectuelle, l'entendement posant à la nature de nouvelles questions? Ça, c'est la version néo-kantienne. Ou bien ces mutations sont-elles sans raison assimilables à un brusque changement d'optique, comme dans l'exemple du canard lapin de la Gestalt psychologie qui est mobilisé par Thomas Kuhn. Pour Heidegger, ce qui se révèle ici, c'est je cite, un trait fondamental de l'histoire du pensée occidentale, deux points, à savoir l'histoire non pas comme quelque chose de passé, mais l'histoire comme Geschick, comme destin unitaire et rassemblant, qui dure encore et qui nous détermine encore aujourd'hui comme jamais. De même, dans la question de la chose, il dit qu'il s'agit de ressaisir, là, je cite, la Geschichte, l'histoire dans laquelle le mouvement de l'être devient visible. In der die Bewegung des Seins sichtbar wird. Autrement dit, l'être est animé d'un mouvement autonome, c'est-à-dire qu'ici ne règne pas l'initiative de l'entendement humain, mais que c'est à l'inverse le Sein avec un Y comme instance destinale qui destine à l'homme un certain sens du Sein avec un I, c'est-à-dire de l'être de l'étant, lequel est sujet à des Grundwandlungen, à des mutations fondamentales auxquelles l'homme peut seulement correspondre. Par exemple, il peut y correspondre par le projet épistémique qui se déploie dans les sciences. Et donc, si vous voulez, par rapport aux sciences, la tâche spécifique de la pensée philosophique, c'est d'expliciter le sens de l'être qui règne et déploie son essence dans chaque espace épistémique épocal, mais aussi de penser la Grundbewegung, le mouvement de fond qui fait passer d'une époque à l'autre, de la grecque à la médiévale, à la moderne, à la contemporaine, et de ressaisir ces transitions ou ces mutations dans l'unité d'un Geschick, ce qui veut dire destin, fatum, nécessité, mais aussi rassemblement des modalités de destination à l'homme du sens de l'être. Ainsi, je dirais, à l'historie des sciences, ou à l'historiographie des sciences, se substitue la Besinnung de la Geschichte des Seins, la méditation de l'histoire de l'être avec un grand E. Dernier moment de mon exposé, je prends l'exemple de la classification ou de la démarcation des sciences, c'est-à-dire des domaines scientifiques. Et ce que je voudrais vous présenter, c'est la thèse heideggerienne de l'historialisation du système des sciences ou de la classification, de la démarcation des sciences. Alors le point de départ, je le prends dans une déclaration de Gesamtausgabe 76, une des thèses directrices, qui nous dit « Jede Wissenschaft ist Einzelwissenschaft ». Toute science est une science particulière. Entendez par là une science spécialisée, la science d'un domaine de l'étant. Elle est focalisée sur un domaine particulier d'objets. La question est la suivante. Comment penser cette délimitation et cette démarcation des diverses sciences qui leur assignent un domaine d'objets particulier? Est-ce là le fait du projet de savoir, de l'initiative de l'entendement qui délimite un secteur de connaissance? Ou bien la délimitation se règle-t-elle sur un découpage ontique prédonné du monde en régions de l'étant? Autrement dit, ce qui prime est-il ici l'étant lui-même, ou bien le projet épistémique, ou la manière de procéder, c'est-à-dire le mode de traitement théoritique? Je fais un bref retour à Husserl qui, là encore, a implanté des yeux et constitue la référence de la pensée implicite de la pensée heideggerienne. Pour Husserl avait une thèse fondamentale quant au rapport entre les domaines épistémiques des sciences et les régions de l'expérience pré-scientifique du monde, à savoir que tout domaine scientifique particulier était reconductible à un domaine de l'expérience originaire,
c'est-à-dire un domaine du monde de l'expérience préscientifique. Et il nous disait ainsi, il y a une Grundwesentliche Klassifikation der Wissenschaften, une classification en son fond eidétique des sciences, dont le principe ou le fondement est purement eidétique, c'est-à-dire qu'il réside dans la distinction des régions de l'étang préscientifique possible. Ainsi, si vous voulez, les démarcations essentielles des sciences se règlent sur le découpage a priori de l'étang mondain en domaines, et ces domaines sont eux-mêmes corrélatifs à une forme fondamentale de la conscience donatrice. Alors, qu'en est-il maintenant pour Heidegger? Est-ce que Heidegger reprend ou non cette reconduction des secteurs de la pensée scientifique à des domaines ou des régions ontiques du monde? Il pose la question en Gesamtausgabe 76 en disant que de fait, il y a une triple possibilité pour penser le système des sciences. Ou bien on adopte une classification à fondement régional qui renvoie à la diversité des domaines du monde, ou bien on a une classification à fondement méthodologique qui renvoie aux Weisen des Vorgehens, aux manières de procéder théoriques, ou bien on a une classification à fondement mixte qui renvoie conjointement aux deux. Alors quel est le principe prédominant pour Heidegger? Alors je cite, en traduisant un passage de Gesamtausgabe 76. Les sciences sont des sciences particulières, pour la raison que toute science est positive, c'est-à-dire assignée à une région ontique donnée d'avance, point. Ces régions, nature, histoire, état, économie, art, nombre, espace, admettent une objectivation grâce aux sciences, sans cependant la requérir. Ces régions de l'étang précèdent toute connaissance scientifique. Ces régions de l'étang précèdent toute connaissance scientifique. Fin de citation. Donc, en apparence, Heidegger reprend la thèse husserlienne, c'est-à-dire qu'il reprend l'idée de reconduction ontique régionale des domaines scientifiques à des régions préscientifiques de l'étang ouvertes par le Dasein avant toute objectivation scientifique. Et cette ouverture du Dasein à des régions ontiques définit autant de structures existentielles ou de modalités du se laisser donner l'étang. L'être à la nature spatio-temporelle, l'historicité, l'être avec autrui, etc. Et enfin, la possibilité de ces modalités d'ouverture du Dasein à l'étang repose elle-même sur la compréhension ontologique de l'être de l'étang comme nature, comme histoire, comme société, etc. Donc vous voyez, en définitive, ce seraient les structures existentielles de la compréhension ontologique dans leur articulation globale qui définiraient par avance les possibilités et les domaines épistémiques de la science. Oui, mais je vais terminer par vous montrer ceci, c'est qu'en fait, il n'en est rien. En fait, il n'en est rien, un examen plus approfondi va nous le montrer. À savoir qu'au-delà de l'essence ontique, invariante et anhistorique, ce qui est déterminant, c'est le Seingeschichtliches Wesen des sciences, leur appartenance à l'historialité de la vérité de l'être. En effet, l'orientation des sciences sur un secteur thématique ne relève pas seulement d'un domaine prédonné de l'étang, mais, je cite, d'un Vorauskennen des Bezirks, un connaître par avance du secteur, on pourrait dire une connaissance a priori du secteur, qui délimite, je cite, un Gesichtskreis, un orbe de visibilité thématique. Or, ce Vorauskennen, ce connaître par avance, est historialement déterminé par le mode d'ouverture ou du rendre visible qui appartient à une époque de la métaphysique. Alors, je vous en donne un seul exemple, encore emprunté aux mathématiques, dans Gesamtausgabe 76. En mathématiques antiques, règne la division des mathématiques en arithmétique et géométrie. Et cette division se règle sur la division fondamentale des objets idéaux des mathématiques en nombres et figures. Et si vous voulez, il règne un principe d'immutabilité et du coup d'irréductibilité de l'ousia. L'essence du nombre ne peut pas être apportée à celle des figures et inversement. En mathématiques contemporaines, dit Heidegger, en revanche, le fait qu'on parle de nombres imaginaires, avec Hilbert, Kummer,
Le fait que l'on parle avec Riemann de multiplicités analytiques n-dimensionnelles, eh bien cela montre que le nombre et l'espace ne se déterminent plus à partir des nombres naturels, pluralité d'unités, ni à partir de l'expérience de l'espace tridimensionnel, mais ça montre que le nombre naturel et l'espace tridimensionnel deviennent de simples cas particuliers des nombres en général et des multiplicités analytiques en général, c'est-à-dire de structures formelles très générales qui transcendent la distinction de nature des objets. Et déjà dans le cours Logik Gesamtausgabe 21, Heidegger nous disait « Les théories de Cantor et Riemann montrent que l'objet de la mathématique ne réside plus dans le quantitatif sous les deux formes originaires du nombre et de l'espace tridimensionnel, mais que l'objet de la mathématique est constitué par, je cite, das Formal und die Gesetzlichkeit des Formalen, l'élément formel et la légalité qui règne en lui. Donc l'objet propre à la mathématique est désormais fixé par une Setzung, position des Gegenstandsbezirks, du secteur d'objet. Position du secteur d'objet qui, dans le cadre de la pensée axiomatique, advient par la position d'un nombre limité d'axiomes sans dénotation fixe rapportée au domaine du formel. Donc si vous voulez, l'essentiel réside ici dans le projet de Vergegenständlichung, d'objectivation ou d'objectification d'un secteur par le procédé de la pensée formalisante et axiomatique hypothético-déductive. Donc vous voyez, l'essentiel, c'est ici de distinguer les Bereiche des Seienden, les domaines de l'étang ou les régions de l'étang, et les Gegenstandsbezirken, les secteurs d'objets. Certes, les régions ou les domaines de l'étang fournissent à la pensée scientifique initiale des fils conducteurs thématiques, c'est-à-dire des domaines prédécoupés qui peuvent donner lieu à une objectivation scientifique. Mais loin d'être absolument assigné à ces régions pré-scientifiques initiales, l'objectivation ou la thématisation scientifique peut s'affranchir de la démarcation initiale en région et fixer un projet objectivant sur le seul fondement de la manière de procéder, qui ouvre par avance l'espace de visibilité de l'objectivation planifiée. Donc je dirais, pour résumer tout cela, que ce qui est prédominant, c'est l'historialité du projet de connaissance scientifique. C'est-à-dire que, certes, Heidegger nous dit que toutes les sciences sont par essence mathématiques. Ce qui veut dire que toutes les sciences reposent sur le Vorauskennen, le savoir par avance, d'un secteur d'objets déjà connus, les mathémata. Mais la modalité de ce Vorauskennen est historiale, épocale. À chaque époque de la métaphysique, le savoir scientifique a sa manière épocale propre d'être mathématique, c'est-à-dire d'ouvrir l'orbe de visibilité sur un secteur d'objets. Et ce qui advient quand on passe de l'époque grecque à l'époque classique, puis à l'époque contemporaine, c'est un processus historial progressif d'affranchissement croissant du Vorgehen, c'est-à-dire de la manière de procéder, de la méthode ou de l'objectivation sectorielle sur la teneur réelle de l'État. Je cite ces courtes formules. Le primat de la teneur réelle du domaine d'objet disparaît au profit de la pure objectivation planifiée. Donc quel est, pour finir, le véritable système des sciences ? Eh bien, le véritable système des sciences n'est plus une structure invariante ou anhistorique, l'architectonique des régions de l'étang mondain, mais ça devient une articulation mobile, variable, historiellement située, de secteurs d'objectivation instaurés à partir de la manière de procéder théorique. Ce qui est premier, c'est la fixation des Leitende Aufgaben, des tâches directrices de chaque science, qui implique, je cite les Holzweg, la mobilité réglée de la conversion et de la mise en œuvre des recherches en vue des tâches qui sont à chaque fois directrices. La sectorisation contemporaine des sciences se situe
au sein du Wesen contemporain de la science comme Forschung, recherche, et de l'interprétation épocale de l'être de l'étang comme Bestand, fonds disponible comme corrélat d'une mise à disposition du projet théoritique. Je prends, comme ça, je mentionne l'exemple de la biologie moléculaire. Qu'est-ce que la biologie moléculaire? C'est une discipline qui est définie par référence à une région ontique, matière inerte, enfin non par référence à une région ontique, matière inerte ou vivant, mais qui est située à leur interface et qui est déterminée par le projet théorique de maîtrise du vivant par des modèles et instruments physico-chimiques. La délimitation et les frontières des secteurs d'objectivation sont arrimées à la manière de procéder. Je conclus. Heidegger fonde une épistémologie des ruptures, je dirais par opposition à Duhem, qu'il ne cite jamais, donc il ne devait pas connaître, et en accord avec le dernier Husserl, celui de la crise, et Alexandre Koyré, et en anticipant, je dirais, l'épistémologie historique de Bachelard et celle de Foucault. En deçà des savoirs effectifs et des états historiques des connaissances scientifiques, il existe des configurations épocales du savoir qui sont hétérogènes, qui se déterminent par le règne d'un certain Wesen, déploiement d'être d'une Grundstellung, d'une position de fond vis-à-vis du sens d'être de l'étang, et corrélativement d'une conception fondamentale du mode d'accès scientifique à l'étang et d'élaboration du savoir. Alors simplement, dernière réflexion pour finir, quel usage réglé du concept de discontinuité prévaut ici? Quelle échelle de temporalité? Quels critères de différenciation permettant de distinguer des époques de la rationalité? Eh bien, ce qu'on voit, c'est que la temporalité qui règne ici, c'est une temporalité à très longue échelle qui, pour Heidegger, épouse les discontinuités de l'histoire de la métaphysique. Ce que j'ai dit tout à l'heure dans mon deuxième moment en mathématiques, qu'est-ce qu'on voyait? Que Heidegger ne se centrait pas sur les aspects historiques de la technique mathématique et des problèmes mathématiques, mais qu'il avait le souci de découvrir dans le métalangage mathématique des signes d'appartenance de mots-clés à un certain espace de pensée épocal, axioma, principium, Grundsatz, avec l'idée que cette appartenance correspond à une certaine conception fondamentale du travail de pensée mathématique. Dévoiler les eidos des êtres idéaux chez les Grecs, mettre sous forme de séries déductives chez les classiques, et conception axiomatique hypothético-déductive chez les contemporains. Alors je termine en posant simplement une question, c'est celle de la correspondance entre les deux dimensions mises en évidence par Heidegger, à savoir l'appartenance des mots axioma, principium et Grundsatz à des domaines de pensée hétérogènes, corrélatifs à des époques de la métaphysique. Cette appartenance correspond-elle véritablement à des ruptures épistémologiques dans la pratique même du travail scientifique ou mathématique? Rien n'est moins certain. Et je dirais simplement ceci. Pour axioma et principium, ils relèvent d'espaces de pensée distincts. Mais en revanche, la praxis mathématique n'a pas fondamentalement changé d'Euclide aux mathématiques classiques. La centration sur les propositions n'est pas une exclusivité des mathématiques classiques, mais caractérise déjà les mathématiques euclidiennes, qui distinguent divers types de propositions. De même pour la mise en ordre déductif, puisque la démarche essentielle d'Euclide, c'est de démontrer. S'il y a une rupture épistémologique à l'âge classique, elle se situe plutôt du côté de l'invention de la notion de mathesis universalis, c'est-à-dire du projet de théorie générale des grandeurs qui permettent d'unifier arithmétique et géométrie, ainsi que la découverte du calcul infinitésimal qui conduit vers la thématisation de concepts structuraux des domaines comme la continuité. Donc je dirais, par-delà la centration de Heidegger sur les mots et leur inscription dans un Vorstellungsbereich, c'est l'évolution intrinsèque de la pensée mathématique qui est ici centrale. Mais il se trouve que cette évolution intrinsèque de la pensée mathématique donne peut-être ici raison à Heidegger. C'est-à-dire qu'à l'époque grecque règne la scission entre arithmétique et géométrie, théorie du nombre et de l'espace, arrimée à la distinction eidétique de leur essence. En revanche, à l'époque classique,
l'invention de la géométrie analytique, la conception d'une théorie générale des grandeurs, mettent en question cette division et impliquent l'affranchissement du concept de grandeur vis-à-vis de la Sachhaltigkeit, la nature des domaines dans lesquels elle s'incarne. Alors je termine par cette petite note dubitative, c'est-à-dire que malgré tout, il y a toujours, je dirais, la possibilité d'une revanche de l'historieux sur la Geschichte. C'est-à-dire que certes, l'objectif de Heidegger, c'est de penser la Geschichte en son déploiement d'essence, et non pas une histoire chronologique et événementielle. Mais d'un autre côté, pour repérer des configurations de savoir hétérogènes, il lui faut partir du plan historique pour identifier des symptômes ou des signes d'hétérogénéité entre époques du savoir. Or, où trouver ces signes? On peut les trouver dans l'histoire de la métaphysique, ce que fait Heidegger, dans les modalités de la praxis scientifique, dans les conceptions qu'ont les savants de leur propre démarche scientifique, ou encore dans le langage de la science et ses mutations. Je dirais qu'il est tout à fait possible que ces diverses dimensions relèvent de couches de temporalisation distinctes qui ne sont peut-être pas strictement synchrones ou corrélatives. Je vous remercie de votre attention.